Il y a 10 ans naissait Veracash, une solution pour rendre liquide, utilisable comme un moyen de paiement, de l'or physique et de l'argent métal. Pour ce 10e anniversaire, nous avons décidé d'organiser un certain nombre de grands entretiens pour vous permettre d'investir aujourd'hui et demain. Marc Toiti, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, fondateur du cabinet AC Défi, où vous nous recevez. Vous animez plusieurs médias sur les réseaux sociaux. Vous êtes un habitué des chaînes d'information, des plateaux des chaînes d'information. Et enfin, vous avez rédigé plusieurs ouvrages. Le plus récent s'intitule Reset, on va beaucoup en parler. Quel nouveau monde pour demain aux éditions Bouquelis. Un livre publié en août 2020. La date a vraiment son importance. Donc, j'ai envie de commencer cet entretien par l'actualité. Depuis plusieurs jours, vous alertez régulièrement vos abonnés, vos différentes audiences, sur plusieurs risques qui pèsent sur l'économie française et sans doute mondiale. L'inflation, qui est vraiment présente, la remontée des taux, et pas seulement de ce qu'on appelle les taux directeurs, et la dette publique. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes en alerte sur ces sujets-là? Alors c'est vrai que j'étais l'un des premiers lanceurs d'alerte finalement, sans me lancer des fleurs bien sûr, dès 2021, dès le printemps 2021, pour dire attention, l'inflation est en train de revenir dangereusement. Et à l'époque, on me brillait au nez, on me disait mais non, c'est temporaire, c'est transitoire, que ce soit les politiques ou les banquiers centraux également, dans le monde entier, disant non, mais l'inflation ça va pas durer. Et effectivement, malheureusement, ça a duré. Alors attention, l'inflation n'est pas liée à la guerre en Ukraine, elle a commencé avant, dès 2021. Pourquoi? Je ne suis pas devin, c'est-à-dire simplement j'essaye de faire mon métier d'économiste, donc d'anticiper avec ce qu'on appelle des indicateurs avancés. Donc on savait très bien que comme on a créé trop de demandes au niveau mondial, avec la dette publique qui a flambé pendant le coronavirus, qui a été financée par la planche à billets, donc la demande a explosé, et alors que l'offre, la production, si vous voulez, n'a pas suivi. Donc c'est la règle de base de l'économie, quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Donc l'inflation a commencé à augmenter dangereusement, dès 2021. Alors le drame, c'est que normalement, que les politiques nous mentent ou fassent un déni de réalité, on a l'habitude. Là, la nouveauté, c'est que les banquiers centraux également ont fait du déni de réalité. C'est-à-dire, les banques centrales sont les gardiennes du temple. Elles doivent dire, attention, il y a des risques à moyen terme, notamment sur l'inflation, donc elles auraient dû arrêter leur planche à billets dès 2021, quand ça commençait à aller mieux par rapport au coronavirus. Et malheureusement, alors certainement par clientélisme, par peur également des réactions, elles ont continué cette perfusion, c'est ce que j'appelle cette cocaïne finalement, donc on est devenu complètement dépendant, et c'est ça qui est devenu extrêmement dangereux. Ensuite arrive cette guerre en Ukraine, où là évidemment les matières premières flambent, parce que on sait très bien que la Russie est le premier exportateur mondial de gaz, le premier exportateur mondial de blé, le deuxième de pétrole, etc. Donc elle a un rôle incontournable sur les marchés de matières premières, et donc les prix ont continué à flamber, plus évidemment le confinement qui est revenu en Chine, donc de nouveau on a eu des pénuries. Donc là aussi, on retrouve encore cet écart entre l'offre et la demande. Donc c'est pourquoi les prix augmentent de façon assez incroyable. Et ça qui est très dangereux, parce que là aujourd'hui où nous parlons, on a des sommets historiques sur l'inflation dans la zone euro. En Allemagne, si on prend à la France, on est sur des sommets depuis 1985. Si on prend les États-Unis, des sommets depuis 1981. Donc toute notre génération, finalement, on se souvient pas, on était tout petits à l'époque, mais la génération d'après, elle n'a pas du tout, elle n'a même jamais connu de forte inflation. Donc c'est ça le danger. On ne sait pas comment réagir. Et donc on le voit, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que les taux d'intérêt, effectivement, commencent à augmenter. Alors pas seulement, vous l'avez bien dit, les taux d'intérêt des banques centrales, surtout les taux d'intérêt des dettes publiques. Parce que c'est ça le drame. Est-ce qu'on peut préciser ça? C'est-à-dire que quand on parle des taux d'intérêt du banquier, du patron de la Fed, de Jérôme Powell, en fait, lui, il parle de quoi? Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement le taux d'intérêt monétaire, donc sur le marché monétaire, donc qui est fixé, ce qu'on appelle le coût de l'argent, pour faire simple. Donc, c'est fixé par la banque centrale. Et après, vous avez ce qu'on appelle toutes les échéances de taux d'intérêt. Ça veut dire que plus normalement on prête sur du long terme, plus le taux d'intérêt augmente, puisqu'on on se prive de pouvoir profiter de notre argent parce qu'on le prête pendant une certaine longue période. Et il y a plus de risques qu'il y ait un incident parce que la durée est longue. Exactement. Et donc, à partir de là, plus effectivement on va loin, plus effectivement les taux d'intérêt doivent augmenter. Et à ce moment-là, ce ne sont plus les banques centrales qui fixent les taux d'intérêt, mais le marché. On retrouve effectivement la règle de base de l'offre et la demande. Sauf que effectivement, on a eu pendant ce coronavirus une sorte d'anomalie, une sorte de magie entre guillemets négative. C'est que en temps normal, plus la dette publique augmente, donc plus vous devenez dangereux entre guillemets, donc plus les taux d'intérêt doivent augmenter. Et là, la nouveauté, ce qui est assez incroyable, c'est que la dette publique donc a atteint des sommets historiques dans la plupart des pays dans le monde pendant ce coronavirus. Ça continue malheureusement encore aujourd'hui. Et
comme c'était la banque centrale, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, même d'ailleurs dans le monde entier, qui achetait cette dette publique, donc là, les États n'avaient pas besoin de faire appel au marché pour se financer, donc les taux d'intérêt baissaient. Donc on avait une anomalie incroyable, ce qu'on appelle donc cette planche à billets. Plus ma dette publique augmentait, plus mes taux d'intérêt baissaient. Donc c'était évidemment complètement, je dirais, injustifié et même dangereux, parce que maintenant, on a le revers de la médaille. C'est-à-dire que maintenant qu'on retrouve un monde, entre guillemets, plus ou moins normal, que l'inflation augmente, là, les banques centrales, elles ne peuvent plus continuer leur planche à billets. Elles peuvent plus faire de clientélisme. Vous avez dit ce mot-là, le clientélisme, c'est auprès des États, hein, c'est Alors, pas auprès de nous. il y a eu deux types de clientélisme, je pense. Un auprès des marchés, parce qu'effectivement, les banques centrales, et ça, si vous voulez, moi, ça m'a beaucoup déçu parce que j'ai connu la bulle et le dégonflement de la bulle Internet, par exemple. À l'époque, qui a dégonflé la bulle Internet? C'était Alan Greenspan, qui était président de la Réserve fédérale américaine. Il a dit, écoutez, là maintenant, les marchés vont trop loin, il y a une exubérance irrationnelle. Je siffle la fin de la récré. Voilà, on arrête. Et c'était son rôle, vous comprenez? Là, aujourd'hui, les banques centrales disent, non, vous inquiétez pas. Ah non, la bulle. On peut regarder les citations même déjà depuis Draghi, mais Jérôme Powell, Janet Yellen ou Madame Lagarde dernièrement. Ah non, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas d'inflation, c'est pas normal. Encore une fois, je ne suis pas devin. Si moi j'ai vu qu'il y avait de l'inflation, ils l'ont vu également, mais ils se sont voilés la face. Le clientélisme, il est donc double pour faire plaisir au marché, et ça c'est pas leur rôle. Et deux, donc ils ont alimenté des bulles, entre guillemets, et deux, pour faire plaisir effectivement au gouvernement. Et là c'est encore plus dangereux, pourquoi? Ce qu'on appelle en théorie des jeux un aléa moral. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une sanction, plus j'augmente mes taux d'intérêt, ma dette publique, plus mes taux d'intérêt augmentent. Donc là vous allez dire, bon, je vais faire attention, je vais pas faire n'importe quoi. Mais si c'est l'inverse, c'est-à-dire que si plus vous augmentez votre dette, plus le taux d'intérêt baisse, vous dites, plus vous misez. Vous n'allez pas m'embêter. Bah oui. Vous n'allez pas. Ça, c'est la blague de Coluche. Hein, tant que je gagne, je joue. Et c'est vrai que moi, pendant des années, quand j'allais voir les politiques, je vais encore les voir de temps en temps, mais je leur disais, faites attention, si vous faites n'importe quoi sur la dette publique, les taux d'intérêt vont augmenter. Si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique, donc on aura une récession, donc on n'a rien gagné. Donc ils avaient un peu peur. Maintenant, depuis quelques temps, ils me disent, même si vous êtes bien gentil avec votre dette publique, mais regardez, plus on l'augmente, plus le taux d'intérêt baisse, donc on continue. Pendant 10 ans, ça a été le cas. Hein. Exactement, pendant 10 ans. Ça a été le piège. En fait, c'est surtout depuis 2015. Hein. C'est-à-dire 2015, on a commencé la planche à billets donc, dans la zone euro. Aux États-Unis, c'est vrai que c'était à partir de 2008-2009, avec la faillite de Lehman Brothers. Donc cette planche à billets a commencé. Mais ce qui est important de savoir, c'est que qu'on ait une crise tous les 10 ans, pourquoi pas? C'est à peu près normal. Mais pendant ces 10 années, j'ai eu le temps de me reconstituer des marges de manœuvre. C'est-à-dire de faire baisser la dette publique, de retrouver un excédent public. Ce qu'ont su faire par exemple les Allemands, si vous voulez, avant la pandémie. Alors que nous, en France, si je prends le cas de la France, le dernier excédent public, il remonte à quand? 1974. Vous voyez, depuis en France, on n'a eu que des déficits publics. Et ça, si vous voulez, on a complètement dévoyé la théorie keynésienne. Enfin, souvent, vous savez, aujourd'hui, on dit, ah oui, les néolibéraux, les méchants, etc. Non, moi je suis un keynésien libéral. Alors ça peut paraître effectivement un oxymore, hein. Ça peut paraître contradictoire, mais en fait pas du tout. Pourquoi? Parce que bien sûr qu'il faut du keynésianisme, bien sûr qu'il faut effectivement quand ça va mal, il faut relancer la machine, on n'est pas des fous. Mais attention, qu'est-ce qu'il disait Keynes? Ça, personne ne le dit, enfin, notamment en France. Keynes, il disait qu'une fois que l'économie a redémarré, l'État doit se retirer pour retrouver un équilibre, voire un excédent public, ce qui lui permettra de relancer la machine lors de la prochaine crise. Parce qu'il y en a toujours des crises. Oui, c'est pas l'injection permanente, c'est pas l'assistanat permanent. Exactement. Sauf que nous, aujourd'hui, si je prends le cas de la France, depuis 1974, pas un seul excédent public. C'est quand même dramatique. Et donc on continue. Donc on a une dette publique de 120% du PIB. Alors quand je vois certains programmes farfelus hein, de candidats, que ce soit à la présidentielle ou aux législatives, on dit on va encore augmenter la dette publique, puis ça va revenir dans le circuit. C'est pas sérieux. Aujourd'hui on a 60% de dépenses publiques par rapport au PIB en France. Un sommet historique et surtout numéro 1 dans le monde. Mais, enfin, je veux dire, bon, la Corée du Nord, hein, qui fait plus, ou d'autres pays, mais la Chine fait beaucoup moins, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça dépend ce qu'on considère comme public. Mais ce que je veux dire qu'aujourd'hui, c'est que, encore une fois, ce qui, moi, me fait peur, entre guillemets, même si je dis toujours que les crises sont toujours des phases d'opportunité, donc il faut pas avoir peur, bien entendu. Ce qui est dangereux, c'est cette mauvaise culture économique que nous avons en France, donc qui fait que des fausses idées passent. Et quand moi je vois aujourd'hui beaucoup de jeunesse, la jeunesse, qui aujourd'hui se tourne vers des votes extrémistes, anti-système. Alors, c'est sûr que le système capitaliste, c'est pas parfait, bien entendu. Mais là, on nous propose quoi? La Corée du Nord, le Venezuela, j'en passe des meilleurs. Bon, c'est pas sérieux. Parce que je veux dire, on a la chance d'avoir un pays formidable. Ça, je pense qu'on le dit pas assez. Moi qui voyage beaucoup, je peux vous dire, la France est un pays qui est formidable. Mais alors, on pourrait vous dire, c'est un pays formidable parce qu'il y a de la dépense publique. Bien sûr. Parce que pendant le Covid, il y a eu le quoi qu'il en coûte. Alors justement, tout le problème est là. C'est que il faut savoir s'arrêter de temps en temps. Vous savez, c'est le principe de la corde.
tant qu'on tire sur la corde, et même s'il reste un fil, la corde elle tient. Une fois que ce fil est cassé, que la corde est donc cassée, là c'est compliqué, très compliqué. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr que, moi, encore une fois, moi je suis un enfant des cités HLM d'Orly. Vous voyez, donc j'ai pas toujours une cravate et un costume. Donc j'avais très peu de chances de m'en sortir. J'ai réussi à m'en sortir grâce à la dépense publique. Parce que je veux dire, grâce aux dépenses, j'avais une bourse. J'ai pu faire mes études parce que j'avais une bourse, j'aurais jamais pu. L'école publique, les exactement. universités. Donc, je dis pas qu'il faut. Moi, je suis pas du tout un ultralibéral. Ça n'existe pas l'ultralibéralisme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une invention. Hein, on fait croire ça aux gens. Oui, bah, oh là là, il y a le méchant loup, etc. Alors, je dis pas qu'il y a pas des dérapages. Je les ai dénoncés à multiples reprises sur les marchés et ailleurs. Mais ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que le modèle français, à la base, on a aujourd'hui en France 32% du PIB de dépenses sociales. C'est du jamais vu. Et c'est numéro 1 dans le monde. Si on n'avait pas ça, on aurait un taux de pauvreté de 22%. Il est à 14%. Alors, le taux de pauvreté français, c'est pas le taux de pauvreté du Venezuela, hein, attention. Hein, donc, il est quand même bon, on a quand même un certain niveau de vie. Mais néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est que on a la chance d'avoir ça. Mais si demain on fait encore n'importe quoi pendant des années, là, ça va exploser. Et là, on va se retrouver dans une situation, excusez-moi l'expression, à la grecque. Et j'aime beaucoup la Grèce parce que c'est un pays que je connais bien. Et je suis beaucoup intervenu là-bas, faire des conférences, etc., quand tout allait bien. Et j'ai vu le pays, la situation s'inverser. Alors, je dis pas, nous, on est peut-être la France, peut-être on est un peu plus puissant, etc., mais néanmoins, tout peut arriver. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est extrêmement dangereux aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression, en fait, que rien peut nous arriver. Hein, on nous dit, mais non, c'est normal, quoi qu'il arrive, on retombe sur nos pattes et tout ira bien, etc., nos meilleurs du monde. Oui, mais il y a un moment, quand la corde est cassée, là, ça peut être extrêmement dangereux. Et ça, c'est le rôle des économistes. J'ai fait une chronique YouTube dernièrement où j'ai dit, attention, voilà, si effectivement on a un Premier ministre Mélenchon ou autre, alors à ce moment-là, voilà ce qui va se passer. On a eu des exemples, que ce soit en Grèce, en Italie, quand Tsipras est passé en Grèce, taux d'intérêt à 10 ans de la dette grecque est monté à 20%. Vous voyez, pareil en Italie, il est monté à 5%. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que, alors je parle pas du Venezuela, etc., ou même du Chili dernièrement, hein, bon, bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je dis pas ça pour prendre parti pris pour dire Macron il est meilleur. Non, moi pour l'instant, malheureusement, pourquoi je fais pas de politique, je l'ai jamais fait, parce que j'ai pas réussi à trouver quelqu'un. Enfin, tu vois, personne n'est venu me voir en me disant, voilà, on va vous suivre. Ils sont venus me voir pour dire venez avec nous, mais pas pour me dire. Voilà, on va appliquer effectivement ce que vous proposez. Donc ça m'intéresse pas. Donc c'est vrai que pour l'instant, malheureusement, l'offre politique, elle est pas au top. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut juste prévenir les Français. C'est pas un parti pris que je donne. Simplement, je dis voilà ce qui va se passer. Donc c'est dommage parce qu'on a un pays qui est formidable et on va tout gâcher. Et donc ce qui m'inquiète justement, c'est là où je pense que c'est important de faire le travail que vous faites, que nous faisons, c'est de développer la culture économique des Français. Parce qu'il n'y a pas de culture économique en France, et notamment de la jeunesse. De notre jeunesse. Et donc, pour bien leur faire comprendre qu'aujourd'hui, ben oui, c'est vrai que c'est pas facile, la vie est compliquée, mais l'un des drames, alors je rentre plus dans la philosophie presque, c'est que aujourd'hui on veut plus se faire mal. On a peur de tout. Bon, alors on est le corona, on a eu la canicule, là où on fait cette interview, on est en canicule. On a l'impression que c'est la fin du monde. Bon, alors peut-être ça sera bientôt, mais alors regarde, même si c'est la fin du monde, carpe diem, hein, profitons-en, vous voyez. Donc tout l'enjeu est là aujourd'hui, on ne regarde pas la réalité en face et on ment aux Français. Il faut dire la vérité, on ment aujourd'hui aux citoyens et donc je pense que c'est extrêmement important. C'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube qui marche très bien, ce que vous faites vous également. Et tant mieux, continuons, mais c'est pas facile. Je le fais également sur certains médias, mais des fois on me dit non, ça tu peux pas trop le dire, etc. Mais je le dis quand même, hein, rassurez-vous. Ce que je dis pas là, c'est que on a besoin de dire la vérité. Tout simplement, pour prévenir. Alors des fois, la vérité n'est pas facile à dire, mais c'est pas être pessimiste que de dire la vérité. Il faut être optimiste, mais aussi réaliste. Donc. On a l'impression que les réponses qu'on nous présente en ce moment sont celles qu'on entendait en 81. Oui, c'est-à-dire que finalement, la culture économique de l'inflation, c'est la culture économique des gens de 1981. Ouais. Donc, avec la dette publique, on va la gonfler un peu, comme ça, on va relancer la croissance. Est-ce que je dis, je dis n'importe quoi, ou est-ce que vous pensez que c'est un peu ce qu'on a pu entendre? Non, alors, le problème, c'est qu'on n'est pas justement en 1981. À l'époque, donc, c'était la relance Mitterrand, entre guillemets, hein. Donc, c'est vrai qu'il a fait rêver, hein. Moi, je me rappelle, j'avais 11 ans, 10, 11 ans à l'époque. Et je me rappelle, mes parents ont voté Mitterrand. Et ils avaient un espoir énorme, vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'étais tout petit, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Et c'est vrai que, maintenant, je suis économiste, j'ai vu ce qui s'est passé avec le temps. C'est qu'effectivement, on a fait flamber, on a augmenté les salaires, on a fait des nationalisations, on a dépensé n'importe comment, donc on a explosé le déficit public, effectivement. Sauf que 2 ans après, là, juste même pas, quelques mois plus tard, l'inflation était à 14,5%. Et on était à 2 doigts de sortir de l'Union européenne. Parce que le franc était constamment attaqué, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Et à tel point qu'ensuite, Mitterrand, il a dû dire, non, écoutez, on s'est trompé. Il a dû même faire une politique de rigueur en 83. Vous voyez, donc, ça veut dire que même quelqu'un comme Mitterrand, si vous voulez, qui à l'époque portait ces idées, entre guillemets, pourquoi pas. Mais néanmoins, on voit bien que c'est
ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'était en 81. Or, en 81, elle était à combien, la dette publique ? 20% du PIB en France. Là, on est à quasiment 120%. Donc, on peut pas faire les mêmes bêtises. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Ben oui, et surtout, vous savez, l'inflation. Parce que ça aussi, c'est très dangereux. Aujourd'hui, j'entends, on a un peu d'inflation, ça va rembourser la dette. Moi, j'ai toujours été un partisan de l'inflation. Pour moi, il faut de l'inflation. Il y a bien pire que la déflation, ça veut dire la baisse des prix. Donc, il faut de l'inflation, mais 2, 2,5, 3%. Pas 5, 8, 10. Quand on dit l'inflation va permettre de rembourser la dette, pourquoi on dit ça? C'est quoi la formule mathématique? En fait, c'est très simple, c'est qu'en fait, le taux réel que nous payons vraiment sur la dette, entre guillemets, c'est le taux d'intérêt moins l'inflation. Donc, effectivement, plus l'inflation monte, par exemple, si vous avez les taux d'intérêt à 2% et que l'inflation est à 3%, le taux d'intérêt réel, il est moins 1. Donc, il est négatif. Donc, on dit, oui, c'est l'inflation qui est remboursée. Sauf qu'on oublie une chose très simple, très bête, c'est que si effectivement les taux d'intérêt continuent d'augmenter, mais ils dépassent l'inflation, parce que c'est ce qui s'est produit, par exemple, dans les années 80 et ailleurs. C'est pour juguler l'inflation, qu'on fait. Exactement. Non, mais même, encore une fois, même le taux d'intérêt de la dette publique qui va augmenter de lui-même. Donc, à ce moment-là, si le taux d'intérêt augmente, vous allez casser la croissance. Donc, c'est ça le problème de l'inflation. C'est une illusion d'optique. C'est-à-dire, en fait, si par exemple les salaires augmentent, etc., on dit, c'est bien, je gagne plus d'argent, tout va bien. Sauf qu'après, vous voyez que les prix ont plus augmenté, que le taux d'intérêt a augmenté, vous pouvez plus vous endetter comme avant, et que l'immobilier va s'effondrer. Vous voyez, c'est un scénario catastrophe. Donc, encore une fois, les économistes sont là pour le rappeler. J'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil. Le monde, ça évolue, etc. Vous savez, l'économie, c'est ce qui est très beau en économie, c'est que c'est une science humaine. C'est pas une science exacte. C'est ce qui fait que d'ailleurs que les économistes, sur la même réalité, vont dire deux choses différentes. Mais néanmoins, il y a des règles de base. Ils peuvent se tromper. Exactement, ils peuvent se tromper. Mais il y a néanmoins des règles de base. Par exemple, tout à l'heure, l'offre et la demande. Vous voyez, les prix augmentent. Si la demande est supérieure à l'offre, plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Vous voyez, voilà, il y a des règles de base qui ne changent pas. Et là aussi, on sait très bien comment ça se termine. Parce que si je reprends l'exemple de 81, quand est-ce que l'inflation est revenue vers des niveaux normaux, c'est-à-dire vers 2, 2,5% 1986-87. Vous voyez, donc, quand on laisse déraper l'inflation, évidemment, ça met beaucoup de temps avant de revenir vers un niveau normal. Et encore une fois, aujourd'hui, on est avec une dette publique à 120% du PIB. C'est ça, moi, j'ai pas arrêté de dire à Bruno Le Maire pendant le Corona, faites attention, vous lâchez trop. Non pas que je voulais serrer les Français. Alors, je dis pas effectivement, en mars 2020, c'était la panique, on savait pas quoi faire. Ok. Mais pourquoi on a continué ensuite en 2021 à enfermer les gens, à distribuer n'importe comment? Vous voyez? Et ils disaient non, mais c'est pas grave, c'est la BCE qui finance. Eh oui, voilà, le piège. Vous voyez, et voilà où on est aujourd'hui. Donc, la difficulté, c'est quoi? C'est que maintenant, si une nouvelle crise est en train de se produire, on n'a pas de marge de manœuvre pour relancer la machine. Et ce qui est complètement fou. Alors là, je vais faire bondir certains, certainement. Mais aujourd'hui, qui a été le grand gagnant de la crise du coronavirus? Qui est venu de Chine. Hein, bon, même si, après, la théorie du complot, je ne rentre pas là-dedans. Quel est le grand gagnant? C'est la Chine. Elle a un excédent commercial de 740 milliards de dollars, un record historique là, sur les 12 derniers mois. On pensait qu'il allait y avoir la relocalisation et que la Chine allait plus rien faire. Mais sauf qu'on achète encore plus chinois qu'avant. Qui a été le grand gagnant de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie? C'est qui est horrible à dire. C'est la Russie. Parce qu'elle n'a jamais eu autant d'excédents extérieurs grâce à la flambée des cours des matières premières. Mais c'est quand même incroyable. Et qui a fait en sorte que l'Allemagne soit dépendante à 60% du gaz russe? C'est les Allemands qui l'ont décidé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on s'est mis nous-mêmes dans le piège. Donc c'est ça que je comprends, c'est que moi ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on manque de discernement et que les dirigeants, je dirais aux manettes dans la plupart des pays du monde, ne sont pas forcément à la hauteur de la situation. Je pense que c'est ce qui nous fait beaucoup de mal depuis quelques années parce que on n'a pas de vision du monde. On est sur l'instant. On est sur le court-termisme, on veut plus se faire mal, on ne veut plus dire la vérité. Le temps politique est très court maintenant. Oui, et puis surtout, il n'y a plus de vision de grands hommes politiques. Et puis surtout, on ne veut pas dire la vérité. C'est quand même incroyable cette affaire. Enfin, on a l'impression que, non, en fait, si on dit la vérité, les gens ne vont pas comprendre, il va y avoir des émeutes. Non, mais il faut dire la vérité. Au moins, quand elle arrive, cette vérité, on est prévenu que là, la vérité arrive, mais comme on ne l'a pas dite, évidemment, on n'est pas content. Donc c'est ce qui fait des crises sociales, etc. Donc c'est très dangereux. Puisqu'on parle de vérité, dans votre livre, Reset, donc publié, je le rappelle, en août 2020. Septembre 2020, exactement. Septembre 2020. Ouais. Donc, et d'ailleurs, il y a moi je peux le dire, hein, il y a le Reset 2 qui va sortir en septembre 2022. Une mise à jour avec tout ce qui s'est passé. Donc dans le Reset 1, donc, il y avait un sous-titre qui était Quel nouveau monde pour demain. Donc là maintenant on le connaît plus ou moins. Donc le Reset 2, c'est Bienvenue dans le monde d'après. Voilà, je vous donne en exclusivité. Attends, c'est parce que c'est... On le sait, qui ressemble au monde d'avant. Non, vous n'avez pas osé. Malheureusement, on ne ressemble pas au monde d'avant, mais j'ai envie de dire que il faut alerter. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on est en train de perdre l'échelle des valeurs.
C'est-à-dire, on a vu avec le Bitcoin, si vous voulez, comme ça a flambé, ça redescend. Ouais, enfin, quand je dis Bitcoin, les crypto-monnaies au sens large. Je sais que c'est devenu une religion, donc je fais très attention quand j'en parle. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on ne sait plus combien les choses valent. Quand on voit ce qu'on appelle les licornes, qui sont valorisées 1 milliard de dollars. Enfin, vous avez connu la bulle Internet, c'est pareil, pas nouveau. Hein. C'était en 2000. C'est ce que je disais tout à l'heure. Rien de nouveau sous le soleil. Ça revient, sauf que c'est avec des nouveaux prismes. Vous voyez, alors je parle pas du métaverse, alors c'est encore pire, si vous voulez, voilà, on est dans un monde complètement parallèle. Non, moi je pense qu'il faut revenir vers justement les fondamentaux, vers la réalité économique. Le numérique c'est important, l'innovation c'est extrêmement important, il faut innover, mais il faut revenir vers le concret et dire la vérité. Parce que, je suis désolé, mais aujourd'hui on voit comment le monde avance, on est des enfants de cœur. Quand je vois aujourd'hui les Chinois, quand je vois les Russes, quand je vois même les Américains, nous sommes en Europe, et notamment en France, des enfants de cœur. Oui, donc c'est dommage. Alors, dans votre livre, Oui, Reset, excusez-moi. vous parlez, vous avez une expression que vous répétez souvent, il faut une thérapie de choc bienveillante. Oui. Là aussi, c'est le plus bel oxymore que j'ai jamais entendu. Alors non, justement, parce qu'en fait, thérapie de choc, ça veut dire en fait, depuis des années en France, malheureusement, on a une grave maladie, et on soigne ça avec du Doliprane. Bon, enfin, on veut du paracétamol, on peut faire de pub, hein, mais bon, c'est bien le paracétamol, on l'a vu avec le coronavirus, mais bon, ça peut pas forcément soigner des graves maladies. Ce que je dis par là, c'est que il faut donc une thérapie de choc parce que on a perdu trop de temps. Hein, moi, je fais ce métier depuis 95. Hein, j'ai commencé comme enseignant-chercheur à Paris en Panthéon-Sorbonne à l'époque. Après, je suis rentré à la Banque Populaire, j'étais chef économiste, bref. Donc j'ai vu tous les politiques depuis cette période-là. Donc en 95, 97, 2000, 2002, c'était encore jouable. On pouvait faire une petite thérapie sympathique. Là, maintenant, on est en 2022. Vous voyez, on n'a quasiment rien fait. C'est-à-dire que les Allemands, ils se sont modernisés en 2002-2003, avec Schröder, justement, à l'époque. Ils ont compris, vous voyez. Nous, on est en 2022, on n'a toujours pas compris. C'est quand même assez incroyable. Donc, c'est pourquoi il faut une thérapie de choc. C'est-à-dire qu'il faut, quand je dis thérapie de choc, ça veut dire qu'il faut faire plusieurs thérapies à la fois. Pas juste, on va faire un petit bout de la lorgnette ici, un petit bout là, du saupoudrage, comme on fait depuis 20 ans ou 30 ans. Non, il faut aller fortement, mais la bienveillance, c'est qu'on va pas faire de la rigueur pour la rigueur. C'est ça que je veux dire par là. C'est que souvent quand on dit thérapie de choc, ça veut dire on va vous faire mal, on va vous couper les dépenses. Non. Voilà. Dans ma bienveillance, il faut d'abord donner effectivement du gramout, comme on dit, de la confiture. Enfin, c'est la pilule. C'est-à-dire il faut effectivement aujourd'hui baisser les impôts pour tout le monde. Mais là, vous réduisez, vous augmentez encore plus le déficit. Non, mais justement, là vous donnez du pouvoir d'achat à tout le monde. Là vous redonnez de la confiance. Mais par contre, effectivement, il faut aussi baisser les dépenses publiques. C'est inévitable. Ça, on ne veut pas le dire. Oui, et c'est ça l'un des dangers du coronavirus, c'est que justement, avant, on disait, on faut faire attention. Là, on dit, on a lâché quand même. Faut donner les chiffres. La règle des 3% n'existe plus. La règle 3%, ça, c'est longtemps que ça n'existe plus. La dette publique a compté de 450 milliards d'euros en 2 ans. Enfin, alors évidemment, on vous dit, oui, il y a de l'argent. Non, mais attendez, l'argent, il n'est pas magique. C'est de la dette, c'est pas de l'argent. Et puis, il a été financé par la BCE. Maintenant qu'il n'y a plus ce financement par la BCE, l'argent, il ne se trouve pas dans la rue. Et on va nous faire payer tout ça. Donc, ce qui est irresponsable, c'est que ça, ce sont des générations et des générations qui vont payer ça. Nous, on va le payer déjà, parce que le taux d'intérêt commence à augmenter. Et nos enfants, nos petits-enfants, ils vont le payer. C'est comme ça qu'on passe d'une puissance économique à une puissance en déclin. C'est ce que je veux dire. C'est comme ça que ça se passe. L'histoire du monde l'a montré. Voyez, quand vous êtes surendetté à un moment, vous devez trouver des créanciers qui acceptent de vous aider. On a vu pendant la crise grecque. Pourquoi la moitié du port du Pirée appartient en Grèce, donc appartient à la Chine? On sait pourquoi. Un quart du port de Gênes en Italie appartient également à la Chine. Et ainsi de suite. Oui, parce que quand vous êtes surendetté, il faut trouver des financiers, il faut trouver des créanciers qui acceptent de vous prêter de l'argent. Alors tout le monde parle de l'annulation de la dette. Oui, mais c'est du pipeau, pour reprendre l'expression. C'est-à-dire que, évidemment, c'est facile de le dire, mais encore une fois, on ne peut pas. C'est argent magique, baguette magique. Oui, mais surtout, il faut, sans rentrer trop dans la technique, mais une grosse partie de cette dette maintenant est à l'actif de la Banque centrale. Donc dans le bilan de la Banque centrale européenne. Si j'annule cette dette, vous savez, un bilan toujours à l'équilibre. Donc cette dette, c'est une contrepartie de la masse monétaire. Qu'est-ce que je fais? J'annule la masse monétaire qui est au passif de la Banque centrale. Il y a un truc qui cloche. Voyez, et même si, admettons, je dis, bon, c'est pas grave, allez, on arrive à trouver un moyen, je sais pas comment on fait, parce que là, encore une fois, on n'est pas à la France tout seul, on est dans la zone euro. Donc il faudrait que les Allemands vont laisser faire. Vous voyez, les Hollandais. Enfin, pas seulement d'ailleurs, la zone euro explose. Et si la zone euro explose, tout l'intérêt augmente, enfin bon, c'est la récession, enfin c'est une catastrophe. Vous voyez, donc à partir de là, cette dette publique, admettons qu'on y arrive quand même, allez, soyons fous, on y arrive quand même. Mais après,
Le problème, c'est pas la dette du passé, c'est la dette à venir. Si je vous ai prêté 100 euros et vous-même, on va dire 10 000 euros que vous ne remboursez pas, quand vous allez venir me voir pour me demander de vous prêter de l'argent, vous n'allez plus me prêter. Ben voilà, on est d'accord. Ben ça sera pareil. Donc, si à la rigueur, on annule la dette et qu'après, il n'y a plus de dette, ok, mais on sait comment ça se passe. Quand il y a des déficits permanents, elle va continuer. C'est ça qui est extrêmement dangereux aujourd'hui. Donc, voilà, moi, ce qui m'inquiète, justement, c'est que, si vous voulez, pour que l'économie fonctionne bien, il faut une stabilité sociale et sociétale. C'est ça la force des grandes démocraties, des pays développés, c'est qu'il y a une stabilité sociale et sociétale. Et c'est parce que, justement, pensent aussi les politiques. C'est pour ça qu'ils ne font rien ou qu'ils font rien qui risquent de mettre les gens dans la rue. Ils font rien parce qu'ils sont pour qu'il y ait de la stabilité sociale. Mais si vous dites la vérité, moi j'invite, c'est sur Internet notamment, mais en 1980, 80-81, donc les Américains allaient très très mal. Ils avaient donc comme nouveau président Ronald Reagan, et on disait ça y est, c'était un ancien acteur de série B, et tout le monde disait bon ça y est, les Américains sont morts, c'est fini. Là, c'est le déclin de l'empire américain. Voilà, donc c'était, puis après il y avait l'URSS. Ça y est, ils se frottaient les mains, on a tué les Américains, c'est nous qui allons prendre le dessus. Bon, et donc c'est pas ce qui s'est produit, comme vous le savez. Et pourquoi ? Parce que Reagan, et là, il y a un cours incroyable de politique, je dirais, ou de médiatique, entre guillemets, où Reagan prend la parole à la télé, il dit, voilà, écoutez, je suis désolé, donc lui, c'est un acteur de série B, donc il connaissait pas très bien l'économie. Donc il m'a dit, voilà, j'ai interrogé tous les grands spécialistes économiques, ils m'ont expliqué ce qui se passe, ça m'a pas fait plaisir, ça va pas vous faire plaisir, mais je vais vous le dire. Et après, il a dit, mais on va s'en sortir. Oui, mais c'est la résilience à l'américaine. Non, pourquoi les Canadiens aussi, ils l'ont fait. Même les Grecs, à leur niveau, ils l'ont fait. C'est ce que je veux dire. Même les Italiens, ils l'ont fait. Mais il faut un moment où on doit avoir la vérité. On doit dire la vérité. Et moi, ce qui m'inquiète, par contre, c'est que comme on veut plus se faire peur, et là, puis alors, après, il y a non, mais l'argent est là, on va le piquer chez les riches. Alors, ça veut dire quoi ? On va avoir moi, j'ai un des HLM d'Orly, je sais comment ça se passe. On va faire il va y avoir des hordes de je sais pas moi, de voyous ou autres qui vont rentrer dans les maisons à Neuilly ou autre. C'est pas sérieux. C'est ça la France ? Non. Comment aujourd'hui, c'est ça qui me fait peur. Alors c'est quoi votre ordonnance pour la thérapie de choc ? Mon ordonnance, elle est très simple. Il faut effectivement baisser les impôts pour tout le monde, pour redonner du pouvoir d'achat à tout le monde. Par exemple, la CSG, là vous baissez la CSG, tout le monde effectivement du pouvoir d'achat tout de suite. Voyez. Dans le même temps, il faut baisser les dépenses publiques, notamment les dépenses de fonctionnement, pas les dépenses sociales, bien sûr, dépenses de fonctionnement. Les dépenses sociales, on peut également les améliorer. Il faut, là aussi, on a énormément de gaspillage. Vous lisez le rapport de la Cour des comptes chaque année, c'est à pleurer. Voyez. Donc voilà. Une politique finalement de transparence. On a un marché du travail qui soit plus fluide. On baisse les charges qui pèsent sur les salaires. Là aussi, on augmente les salaires nets. Vous voyez ? Le problème aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quand vous payez 100 de salaire à votre salarié, lui, il touche combien ? Il touche 50. Grosso modo. Hein. Donc, c'est ça le danger. Donc, là, effectivement, on redonne effectivement de la confiance. On va favoriser le financement de l'innovation au travers de création de fonds d'investissement de long terme qui vont également financer la retraite. Vous voyez ? Et bien sûr, il faudra également développer la culture économique. Vous savez, vous voyez quelque chose... Ça peut paraître comme ça anodin, mais vous savez, il y a l'indice INSEE de confiance des ménages qui est sorti donc au mois de mai. On n'a pas encore juin, on verra, mais le mois de mai. Et normalement, à chaque fois après une élection présidentielle, le mois d'après, quel que soit le président, tac, la confiance remonte. Alors plus ou moins fortement, des fois ça dure pas, mais au moins ça remonte. Fin de séquence électorale, il y a un élu, la fumée blanche, ça y est, on souffle. Et là, c'est la première fois que la confiance des ménages, l'indice INSEE, ne redémarre pas. Même elle continue de baisser. Ça, c'est inquiétant. Vous voyez, c'est-à-dire que il faut aujourd'hui créer de la stabilité sociale, de la cohésion, être dans un jeu coopératif. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est dans un jeu non coopératif, c'est les uns contre les autres, on est revenu dans la lutte de classe. C'est horrible, cette affaire. Et ça, c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, la France a été l'un des pays les plus généreux du monde pendant la pandémie. On s'en est même pas rendu compte. C'est ce que j'ai dit justement aux dirigeants français. Je leur dis, regardez, vous avez dépensé 450 milliards d'euros, et finalement, les Français ne sont pas contents. Parce que, rappelez-vous, le présidentiel, premier tour, 61% des voix ont été vers des partis anti-système. Donc, vous voyez, c'est presque schizophrénique. Dire, on est des enfants gâtés, mais on veut tout casser. Peut-être parce que justement, on est des enfants gâtés qu'on veut tout casser. C'est ça le problème. Alors, c'est vous qui connaissez bien les banques, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque, parce que les indicateurs sont de plus en plus mauvais, et on entend de temps en temps des gens dire que l'attribution de crédit est en train de se resserrer. Alors, je parle là pour le particulier, pas pour les entreprises. Et pourquoi les banques font ça ? Parce que finalement, on a l'impression qu'elles n'ont pas pris beaucoup de risques. Les PGE, c'est garanti par l'État. Enfin, pourquoi les banques se mettent à resserrer l'attribution de crédit ? Non, en fait, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le rationnement du crédit,
qui est évidemment rationnelle, justement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le coût du risque. Je n'en parle pas dans le détail, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a une croissance forte, le taux de chômage est bas, taux d'intérêt sont bas, globalement, il n'y a pas de risque que vous ne soyez pas remboursé. Par contre, quand les taux d'intérêt augmentent, quand il y a des risques de récession, etc., alors là, effectivement, votre coût du risque, ça veut dire le fait que vous n'allez pas être remboursé, augmente. Donc des banques doivent intégrer ça, et comme elles ont octroyé énormément de crédits, prenons le cas des ménages, justement en France, on est aujourd'hui sur un record historique de 102% d'encours des crédits par rapport aux revenus disponibles. Alors c'est normal que ça soit élevé, parce que c'est un encours de crédit par rapport à un flux de revenus. On peut comprendre, mais c'est quand même un sommet historique. On n'a jamais vu ça en France. Ça veut dire que les Français ont pris énormément de risques. Alors bien sûr, le taux d'intérêt était bas, c'est un risque gérable, sauf que si demain vous êtes endetté sur 10 ans, sur 15 ans, et que demain, par malchance, vous tombez au chômage, ou à cause de la hausse de l'inflation, donc des prix, vous n'avez pas de pouvoir d'achat pour rembourser vos emprunts. Comment vous faites ? Comment vous faites ? Donc là, vous êtes en train de dire que les analystes des banques commencent à anticiper ça. Malheureusement, encore une fois, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'eux, ils sont pas comme les politiques, ils disent tout de suite... le problème, c'est qu'encore une fois, on a eu les Lehman Brothers, vous vous souvenez, donc on peut pas en vouloir aux banques d'appliquer des ratios de crédit, enfin, entre guillemets, sérieux, et puis aussi de ne pas être sérieux. Faut savoir ce qu'on veut, vous voyez. Ce que je veux dire par là, c'est que, néanmoins, ce qui est sûr, c'est que quand vous avez une bonne relation de clientèle, il s'agit toujours, parce que je conseille également des banquiers, même si le client a des difficultés, vous devez l'aider. Ça, ils le feront. Les bons banquiers le feront. Si c'est pas le cas, changez de banque. Mais ça, c'est clair qu'aujourd'hui, un banquier, c'est pas parce que vous avez un petit problème de court terme, s'il vous connaît depuis longtemps et qu'il sait que vous êtes un bon client, entre guillemets, il va pas vous lâcher. Si c'est le cas, c'est que c'est un mauvais banquier. Vous voyez, donc là aussi, faut pas trop jeter l'opprobre sur les banquiers, entre guillemets. C'est un métier compliqué. Mais c'est vrai que là, comme mécaniquement, puis là, ça va être encore plus vrai, parce que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, les taux d'intérêt de marché. Donc, comme les taux d'intérêt augmentent, là au moment où on parle, on est à 2,3% sur le taux d'intérêt à 10 ans, on était à moins 0,4 début 2021. Vous voyez, c'est une hausse qu'on n'a quasiment jamais vue. C'est ce qu'on appelle un krach obligataire. Donc ça, évidemment, cette hausse des taux d'intérêt de marché doit être répercutée sur les taux d'intérêt de crédit, pour les entreprises, pour les ménages. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de dire depuis déjà plusieurs mois, si vous avez des endettements à faire, des crédits pour les entreprises, c'est maintenant. Alors maintenant, on me dit, oui, on aurait dû le faire. Oui, mais il fallait faire. Encore une fois, je ne suis pas un devin. Ça m'arrive de me tromper, bien entendu, comme tout le monde. Mais ça fait 25 ans que je fais ce métier. Tous les ans, je crois que je suis le seul à le faire en France. Je fais le bilan de mes prévisions. Et voilà. Il y a un an, mon équipe et moi, on a dit ça. Là, on a eu raison, là, on a eu tort. C'est important. Généralement, on a un bon bilan. Après, il peut se produire des phénomènes. L'Ukraine qui n'était pas prévue. Etc. Voilà. Par exemple, l'Ukraine. Mais c'est vrai que sur le prévision de l'inflation, on était les seuls à dire qu'elle allait avoir cette hausse des prix, alors que tout le monde se voilait la face. Mais encore une fois, j'ai rien inventé. Comme la hausse des taux d'intérêt. Elle est logique, cette hausse des taux d'intérêt. Oui. Donc c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Donc on peut effectivement anticiper sur la base des fondamentaux économiques en toute objectivité, j'ai envie de dire. Alors vous avez une autre crainte, vous le répétez assez souvent, c'est que les gouvernants, parce qu'ils auront besoin de récupérer de l'argent, de financer leurs dettes, vont aller s'intéresser à là où il y en a. Et il se trouve qu'en France, il y a et notamment parce que les consommateurs ne consomment plus, alors quand ils consomment plus, ils mettent ça en épargne. Donc le taux d'épargne, voire de surépargne avec le Covid est énorme en France. Et vous pensez que les gouvernants iront piocher dans cette caisse-là? Alors encore une fois, j'invente rien. C'est-à-dire que, alors on avait déjà parlé pendant la crise de Lehman Brothers en 2008-2009, on était à deux doigts de le faire, enfin les dirigeants de l'époque. Heureusement qu'on a trouvé justement à l'époque la planche à billets pour relancer la machine. Et puis il y a eu un accord mondial, une relance mondiale. Là, la difficulté, c'est que donc il y a 2 ans, donc en début 2020, donc au tout début du corona, et ça a été renouvelé en 2021, le FMI a lancé donc une alerte, entre guillemets, en disant voilà, donc c'est une publication tout à fait officielle qui est sur Internet, on peut la consulter, en disant voilà, nous conseillons aux États surendettés de mettre en place une augmentation de l'imposition sur l'épargne et le patrimoine. Bon, c'est clair, c'est ce que je veux dire. Donc, nous les Français, nous sommes déjà numéro 1 du monde en termes de pression fiscale. Il n'y a pas un pays dans le monde qui fait plus que nous. Peut-être quelques petites îles ici ou là, ou la Corée du Nord, mais encore. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que, donc si on prend les impôts au sens large, sur la TVA, etc., l'impôt sur le revenu, sur les entreprises, etc., numéro 1 du monde. Bon. Sur quoi encore on va taxer? Sur quoi on peut taper facilement? Qu'est-ce qui reste? L'épargne. C'est ça, c'est là ma crainte. Alors j'espère qu'on le fera pas, bien sûr. C'est pas du tout ce que je préconise, attention. Je dis c'est pourquoi tout à l'heure je disais il faut cette thérapie de choc bienveillante, justement, pour éviter d'en arriver là. Parce que là,
C'est pareil, c'est comme pour l'annulation de la dette. C'est un fusil à un coup. Vous faites ça, effectivement, malheureusement, après, pour reconstituer la confiance, ça va être très, très compliqué. Vous voyez, et donc après, c'est ça le drame, c'est que vous allez avoir une partie de la population qui va partir. C'est fou, c'est horrible de dire ça. Hein, mais Mélenchon, je veux dire, tant mieux. Moi, il m'avait dit ça dans un débat que j'avais avec lui. Il me dit, tant mieux. Eux, on les a tondus en 1989, je sais pas quoi. Bref. Oui, bon, c'est pas un discours, ça. C'est pas un discours responsable. Non, il faut de la cohésion aujourd'hui. Il faut garder justement ceux qui ont les moyens, parce que si ceux qui ont les moyens s'en vont, qui c'est qui va payer à la fin? C'est la classe moyenne, justement. C'est voir la classe moyenne inférieure qui est en train de tomber. C'est ça qui est dangereux aujourd'hui, je pense, dans la société française, c'est que la classe moyenne qui fait la puissance d'un pays, cette classe moyenne est en train de s'appauvrir. C'est ça qu'on veut. On veut égaliser par le bas. C'est une catastrophe. Mais cette épargne, pour la taxer, comment on peut faire? C'est-à-dire qu'on prend les livrets A, les livrets d'épargne. Alors c'est sûr que tout ce qui est, par exemple, sur l'immobilier, ça serait plus compliqué effectivement de taxer tout ce qui est l'or physique entre guillemets. Ça veut dire, voilà. Par contre, tout ce qui est, alors l'assurance vie, c'est la grande question. Normalement, ça va être compliqué parce que c'est réglementé, donc on pourra pas comme ça taxer. Mais vous savez, malheureusement, l'État fait ce qu'il veut. C'est ça le problème. Par contre, tout ce qui est compte sur livret ou autre, ou alors forcément compte à vue, alors là, oui, ça peut être très facile. Qu'on appelle overnight, ça veut dire du jour au lendemain, un dimanche soir, puis le lendemain matin, voilà, vous avez X% de moins, peut-être au-dessus de 100 000 euros, au-dessus de 50 000 euros, je sais pas. Bon, il y a plusieurs variantes, mais ça s'est déjà vu. On a vu le cas de Chypre il y a encore pas très longtemps. Donc, malheureusement, c'est possible. Encore une fois, j'espère que ça n'arrivera pas, bien entendu. Après, il y a toute forme d'imposition qu'on peut augmenter sur le patrimoine. Il y a déjà l'IFI qui est là, mais on peut augmenter ce type d'impôt. Il faut surtout pas faire ça, mais surtout pas en arriver là. Donc j'espère évidemment qu'on va éviter d'en arriver là. Parce que pour vous, il ne peut plus y avoir d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Non, il faut en tout cas pas supplémentaire. Moi je vous dis, il faut baisser les impôts. C'est la clé. Bon là, j'ai pas mes graphiques, mais j'ai fait un graphique où vous regardez, vous voyez effectivement la croissance structurelle française, ça veut dire la croissance normale de l'économie française, et le taux d'imposition. C'est incroyable. Plus le taux d'imposition augmente, plus la croissance baisse. Voilà. Donc il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc bien sûr qu'il faut de la redistribution, c'est sûr. Je ne dis pas qu'il faut descendre au niveau américain, mais il y a un juste milieu. Parce que qu'on ne se leurre pas. Quand vous augmentez la dépense publique, à un moment, il faut que quelqu'un paye. Donc si ce n'est pas la BCE qui paye, qui va payer? Nous, les citoyens, les contribuables. Voilà. Et regardez le taux de TVA, qui est quand même à 20%. Parce que quand vous êtes dans un pays où il n'y a pas beaucoup de TVA, par exemple, dans le monde anglo-saxon notamment, ou même vous allez, je sais pas, en Asie, eh bien les prix dans les magasins sont exprimés hors taxe. Et ça surprend toujours le voyageur français quand il arrive à New York. Oui, mais c'est à la caisse qu'on paye la TVA. Mais pourquoi? Parce que justement pour dire, psychologiquement c'est important. Ça veut dire on vous dit ce que vous payez à l'État. Que nous, en fait, vous voyez, nous on paye 20% à chaque fois de TVA. C'est pas rien. Donc jusqu'où va-t-on monter? Non, il faut baisser les impôts. Alors, dernière question. Dans vos recommandations, régulièrement, vous parlez d'un actif qui est l'or. Et sur le coup, alors je vais me faire l'avocat du diable et là où je suis, c'est un peu bizarre, mais ça fait vraiment actif à la papa. Ça fait actif très conservateur. Pourquoi vous recommandez toujours ça? Non, alors, moi, je dis toujours, c'est mon expression, une de mes expressions favorites, c'est il faut garder une poire pour la soif. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, l'or, c'est une poire pour la soif. Ça veut dire, alors moi, j'ai des investisseurs, moi, je conseille pas les particuliers parce que j'ai pas le temps, malheureusement, mais ça m'arrive quand même de répondre aux messages qu'ils m'envoient, même quasiment toujours. Et donc, le jour, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, j'ai tout mis en or. Je lui ai fait, c'est beaucoup. C'est-à-dire c'est beaucoup. Tout son portefeuille, c'est quand même dangereux. Mais pourquoi c'est dangereux? L'or, c'est pas sûr. Mais si demain, on l'espère, l'inflation repart à la baisse, si on ressort de la récession, si ça va mieux, si on fait les efforts, etc., l'or va repartir à la baisse, vous voyez ce que je veux dire. Donc, par contre, effectivement, c'est un actif qui rassure. Donc, il faut en mettre, moi je dis toujours, 10-15% dans son portefeuille. Sur longue période, il faut être très honnête, j'ai fait des études qui sont publiées d'ailleurs, où justement, on voit que les meilleurs placements, c'est les actions avec les dividendes à réinvestir, l'immobilier et l'or. Alors, par contre, c'est vrai que dans des phases de crise, par exemple dans les années 80, forte inflation, ou là, dernièrement, c'est l'or. Vous voyez, donc c'est sûr qu'en phase de crise, il n'y a pas mieux que l'or, ça rassure. C'est la valeur refuge, comme on l'appelle. Vous voyez. Mais quand ça va mieux, l'or repart à la baisse. Je donne souvent l'exemple que, justement, en 1980, tout à l'heure on parlait, l'or était monté à $800 l'once à l'époque. Après, il s'est effondré à $200. Il est revenu à $800 avec la crise de Lehman Brothers. Vous voyez. Donc,
C'est un actif de très long terme. Voilà. Ce que je dis par là, c'est que c'est un actif, mais c'est pas parce que c'est une valeur refuge que le cours ne varie pas. Vous voyez? Donc c'est pourquoi moi je dis, un bon portefeuille, c'est un portefeuille diversifié. Voilà. Avec, après, en fonction de ses appétences pour le risque, on va effectivement raisonner et réagir en l'état. Mais l'or, ça reste cette poire pour la soif. Et en plus, ça reste aussi aux actifs des banques centrales. On en a beaucoup oui, parlé bien pendant sûr, cet bien sûr, entretien. oui. Ça reste quand même un actif de banque centrale. Aujourd'hui, on a encore vu dans un rapport récent que les banques centrales allaient encore acheter de l'or en 2022, voire ne pas en vendre. Exactement. C'est très important de savoir ça, parce que c'est ce qu'on appelle une contrepartie de la masse monétaire. Si vous voulez, la masse monétaire, donc c'est au passif de la banque centrale. Donc à l'actif, on a les contreparties de la masse monétaire. Je simplifie bien sûr. Hein. Donc c'est l'or, effectivement, les réserves de change et les titres, bon, les obligations d'État. Donc effectivement, par rapport aux crypto-monnaies, on dit oui, c'est la nouvelle valeur refuge. C'est pas l'actif de la banque centrale. C'est ce que je veux dire. Bon, peut-être qu'un jour les banques centrales créeront leur propre crypto-monnaie, on verra. Ça remet pas en cause la blockchain, etc. Ça, c'est une technologie formidable. Mais attention, aujourd'hui, on a vu ce qui se passe sur les crypto-monnaies, c'est très très dangereux. Alors que l'or, c'est une contrepartie de la masse monétaire. Peut-être un jour ça changera, mais pour l'instant, c'est toujours le cas. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc, à bientôt sur vos chaînes. Merci. Et surtout, on attend votre Reset 2 Avec plaisir. qui sortira. 1er septembre 2022. Et donc, on l'achètera. Ah bah oui, avec plaisir, on en reparlera si vous voulez. Très bien.